Salut tout le monde. Il y a quelques semaines, quelques mois, même maintenant, on avait parlé de Ushijima, l'usurier de l'ombre de Shohei Manabe, série que vous pouvez voir en arrière-plan de ce nouveau setup, si je puis dire, qui est un manga que j'avais adoré. Je vous renvoie à la vidéo, c'est une des plus longues que j'ai faites sur la chaîne. Et je reviens juste rapidement sur Ushijima, qui est en fait devenu, depuis ma lecture il y a quelques mois, un de mes mangas favoris, je crois. Enfin, j'y repense très souvent. C'est un manga qui m'a beaucoup marqué en fait. Je l'avais beaucoup aimé à la lecture. Hein. J'avais compris direct que j'aimais. Mais ouais, il m'a marqué quoi. J'y repense très souvent. J'en reparle à tout le monde. C'est un manga que je conseille énormément autour de moi, même s'il n'est pas pour tout le monde, je pense justement. Mais voilà, c'est un manga qui m'a beaucoup marqué, qui est rentré dans mon panthéon personnel. Donc je me disais que ça pouvait être pas mal de parler de la nouvelle série, enfin nouvelle, elle a quand même 4 ans, ça a démarré en 2020, série de Shohei Manabe, à savoir Kujo l'implacable que vous voyez ici, qui est en cours de publication en France chez Kana. On en a 8 tomes, vous les voyez derrière. Au Japon, il y a quelques tomes de plus, mais pas beaucoup. Ils doivent avoir 2-3 tomes d'avance. Elle est toujours en cours aussi. Alors, on aurait pu attendre qu'elle soit terminée pour en parler, mais en même temps, comme Ushijima a fait 46 tomes, je ne sais pas ce qu'a Shohei Manabe en tête pour Kujo, mais on va peut-être pas attendre 4 ans que ce soit terminé. Surtout que j'ai envie d'en parler maintenant, quoi. Donc on va le faire. En plus, Ushijima, je l'avais un peu dit dans la première vidéo, avait eu des séries parallèles, enfin des spin-offs qu'on n'a pas eu en France, notamment un sur la jeunesse d'Ushijima, du personnage principal, et deux trois autres trucs, je crois. Ça c'est pas venu en France parce que Ushijima n'avait pas beaucoup marché en France, tout simplement. C'est une série qui a pas fait des gros chiffres. Ce qui est quand même étonnant justement, enfin ce qui est étonnant en bien, que Kana ait quand même publié Kujo, qu'on a ici, parce que c'est une série un peu dans le même esprit, donc ils auraient pu se dire bon, on va arrêter les frais, on va peut-être pas perdre encore plus d'argent en continuant à publier cet auteur dont tout le monde se fout visiblement en France. De quoi ça parle Kujo? À ne pas confondre avec Kujo de Stephen King. En même temps, je ne sais pas pourquoi vous auriez confondu. Je vais le laisser là pour créer la confusion, parce que ça n'a absolument aucun rapport. Il n'y a pas d'histoire. Il y a quand même un chien dans Kujo l'implacable, mais qui est pas du tout au centre du récit. Et ça n'a absolument aucun rapport. Je dis ça juste pour faire un clin d'œil à ma vidéo sur Stephen King qu'on a fait il y a quelques temps, qui a eu beaucoup de succès. Merci pour votre accueil. Donc Kujo l'implacable, un peu le même univers qu'Ushijima, dans le sens où on va s'intéresser au crime et à la société, on va dire, souterraine, interlope, sombre du Japon. Comme vous le voyez là, avec de la drogue, par exemple. Mais Kujo n'est pas un usurier comme Ushijima, c'est un avocat. Un avocat qui n'est pas... Alors, je trouve que la communication autour de la série en France est un petit peu trompeuse, parce qu'on parle beaucoup de Kujo, du personnage principal, comme d'un avocat véreux. Qui serait un avocat pourri. C'est pas aussi simple que ça. Kujo, c'est vrai qu'on va le suivre dès le premier tome, dès le début, défendre des criminels. Notamment la toute première histoire, c'est les premières pages souffrent comme ça. C'est un homme qui renverse un gamin et qui tue son père, je crois que c'est ça, qui tue peut-être même le gamin, je ne sais plus. C'est parce que c'est une histoire un peu indépendante du reste, même s'il y a un lien. Mais en tout cas, voilà, il a tué quelqu'un, il a renversé un gamin. Donc, et en plus, il était bourré, donc il était complètement en faute. Et Kujo va l'aider à se défendre et va faire effectivement des trucs un peu illégaux. Il va lui dire de prétendre qu'il a perdu son portable pour pas être localisé, des choses comme ça. Il va lui donner des conseils pour essayer de passer un peu entre les mailles du filet, et il va réussir. Ça, c'est la toute première histoire qui dure pas très longtemps. Et après, on va le voir défendre d'autres criminels, notamment liés au crime organisé et notamment au Yakuza. Donc effectivement, Kujo est un avocat qui est pas le héros de la justice tel qu'on l'imagine. Mais ça pose une question, et Kujo lui-même, le personnage de Kujo, pose cette question-là très explicitement dans le récit, c'est qu'en fait, un avocat, il est là pour défendre tout le monde, et que tout le monde dans le système judiciaire, au Japon comme en France, a le droit et même doit avoir un avocat. On ne peut pas refuser quelqu'un
sous prétexte que c'est un criminel, que c'est pas quelqu'un de bien. Il faut le défendre et il faut le défendre bien. Un avocat est payé pas pour envoyer son client sous les roues du camion, quoi, si vous voulez. Donc, qu'il soit criminel, qu'il soit coupable, que ce soit un pervers, que ce soit ce que vous voulez, il doit avoir un avocat. Et Cujo a décidé d'être l'avocat de ces mecs-là. L'avocat des gens que personne ne veut défendre. Il y a toute une réflexion en filigrane, même pas en filigrane, même de manière assez explicite dans Cujo, autour de la justice, autour du système judiciaire, autour de l'idée de qui a le droit d'avoir un avocat, à quoi sert un avocat, c'est quoi la justice. Il y a toute une réflexion là-dessus, sur l'opinion publique aussi. Et c'est des questions qu'on retrouve beaucoup dans les débats publics, dans le tribunal populaire, comme on aime dire sur Twitter ou des choses comme ça, par exemple, des terroristes, des meurtriers, des violeurs, des pédophiles, tout ce genre de crimes où le peuple, l'opinion publique, aurait envie qu'ils soient condamnés à mort, sans jugement, sans rien. Et souvent, les avocats de ces gens-là se font défoncer par l'opinion publique. C'est des avocats qu'on n'aime pas. Alors, il y a des avocats en plus qui jouent un jeu très pervers avec les médias. On le voit en ce moment avec l'affaire de Gisèle Pénicaud, affaire très médiatisée, très importante à mon sens pour la justice française. Les avocats des accusés sont très pervers dans leur jeu avec les médias. Je vous renvoie à des choses comme ça. Donc, allez voir vous-même. Je vais pas raconter toute l'affaire parce qu'elle est très longue et très complexe. Mais voilà, il y a des avocats qui prêtent le flanc à ça. Mais toujours est-il que oui, des violeurs, en l'occurrence pour cette affaire-là, ont le droit d'avoir un avocat. C'est normal en fait qu'ils aient un avocat, et c'est normal qu'ils aient un avocat qui bosse pour eux. C'est pas un bug de la justice. En fait, tout le monde doit avoir un avocat. Et il y a une réflexion sur pourquoi. C'est pas simplement une idée d'égalité, il faut défendre chacun. Voilà, c'est une idée en fait, il faut que la justice soit irréprochable, même dans un procès où on sait que la personne est coupable, parce que parfois on défend des gens. L'idée d'un avocat, c'est pas simplement de prouver que son client est innocent. Ça, c'est quand il y a une possibilité de le prouver. Mais parfois, il y a des procès où on sait d'avance que le client est coupable. Il y a des preuves matérielles, il a été pris en flagrant délit, peu importe. Donc l'idée n'est pas d'essayer de faire croire qu'il est innocent. Ça va être de s'assurer qu'il a le droit à une justice équitable, que la justice ne va pas se faire populiste, ne va pas se faire hâtive dans l'urgence, et qu'elle va respecter toutes les règles. Et en fait, c'est pour éviter aussi ce qu'on appelle j'ai plus de judice en anglais, merde, j'ai oublié le terme, quand vous faites quelque chose une première fois en justice, vous m'aiderez pour retrouver le mot en commentaire, quand quelque chose se produit une première fois, elle peut se reproduire sur d'autres procès. C'est-à-dire que je vais aller chercher le mot. Je vais faire une toute petite pause dans la vidéo, je vais chercher le mot, ça m'angoisse de ne pas l'avoir. Me revoilà, c'est une jurisprudence, un précédent. Voilà, on crée un précédent, et l'ensemble des précédents des décisions de justice qui ont déjà été rendues dans des affaires un peu similaires créent la jurisprudence, et on peut s'y référer pour dire, ben voilà, dans telle affaire un peu similaire à celle qu'on est en train de juger, l'accusé a écopé de telle peine pour telle raison, donc dans l'affaire du jour, ben on peut faire pareil. Donc c'est très dangereux d'avoir des procès un peu à la va-vite, même sur des procès très importants, très médiatisés, très dur dans ce dont ça traite. Encore une fois, on peut penser aux affaires de terrorisme, par exemple. Il faut que la justice soit irréprochable, qu'elle respecte absolument toutes les règles. Et si elle ne les respecte pas, il est normal, en fait, que l'accusé soit innocenté, qu'il y ait un non-lieu, ce que vous voulez. Et en fait, ça peut paraître bizarre hein, sur des meurtriers, sur des violeurs, sur des gens comme ça que l'opinion publique a envie de détester. Mais en fait, c'est normal, c'est comme ça que fonctionne la justice, et c'est comme ça qu'elle doit fonctionner. Sinon,
en fait, c'est la porte ouverte à une justice expéditive qui fait un peu selon l'humeur du juge, un peu selon ses convictions, selon ce qu'ont mangé les jurés ce jour-là, et c'est très très dangereux. Donc, Cujo l'implacable part de tous ces thèmes, et il en parle. Donc, c'est pas la façon dont il est un peu vendu dans les médias, dans les critiques, et même par l'éditeur. Cujo n'est pas un avocat pourri. C'est plus complexe que ça. C'est un avocat qui a pour goût personnel d'aller défendre des criminels. Mais il les défend selon la justice. Il est... Il a un sens de la justice qui a l'air assez grand, en fait, dans le récit. Et c'est un personnage très particulier, Cujo, qu'on voit se développer de manga en manga, parce qu'il a l'air de vouloir se punir de quelque chose. On ne sait pas de quoi, au point où on en est de ces 8 tomes, mais il a l'air d'avoir un passé dont il veut expier quelque chose. Il a des problèmes familiaux aussi. Il a un frère qui est procureur. Donc c'est presque son ennemi en termes de justice. Il y a tout un rapport à son père également, à son passé. Il a commencé dans le bureau d'un avocat très connu qui était un peu son mentor et qui le voit aujourd'hui être devenu l'avocat des criminels et qui comprend pas bien le parcours, mais qui en même temps comprend son sens de la justice. Voilà, il y a tout un développement qui est en train de se faire sur le passé de Cujo et sur pourquoi il a décidé d'être l'avocat des criminels, dont on n'a pas les réponses pour l'instant, mais qui est très intriguant. Et j'ai très envie de savoir ce que Cujo cache en réalité. Il y a plein d'autres personnages qui tournent autour. On va pas faire le portrait complet. Là, c'est l'assistant de Cujo qui bosse avec lui, qui a un peu sa bonne conscience, qui lui a beaucoup de doutes sur le fait de bosser autant pour défendre des criminels, qui se pose la question de pourquoi Cujo veut faire ça. Et c'est un peu sa conscience posée sur son épaule, quoi. Il y a d'autres personnages. Il y a le personnage qu'on a vu tout à l'heure tatoué. Alors il y a lui, voilà, c'est lui que je cherchais, qui est un criminel proche de Cujo, que Cujo défend souvent et dont Cujo a défendu certains des hommes plusieurs fois. C'est Cujo est l'avocat de cette bande de criminels, qui n'est pas une bande de yakuza. On revient, c'est un truc qu'il y avait déjà dans Ushijima, sur l'opposition entre yakuza. Là à droite vous avez un yakuza. Entre yakuza et criminels, on va dire de droit commun, si je puis dire. C'est-à-dire qu'au Japon, c'est un truc très japonais pour le coup, mais qu'on retrouve peut-être dans les pays où la mafia est très présente. Je pense à l'Italie par exemple, où la mafia, les yakuza au Japon, renvoient à une organisation très structurée, très précise. C'est pas n'importe quel criminel qui peut se réclamer des yakuza. C'est une organisation qui a presque pignon sur rue, qui est organisée comme une entreprise en fait, avec des employés, des responsables locaux, tout ce que vous voulez. Et les criminels du quotidien, on va dire les petits dealers, les petits braqueurs, les gens qui font des arnaques comme ça, ne sont pas forcément des yakuza. Mais les yakuza vont très très vite essayer de récupérer ces petits criminels. Pas forcément pour les embaucher, mais pour devenir un peu leur patron, quoi, pour leur prendre des impôts, pour dire ok, si tu veux trafiquer ta drogue dans tel quartier, pardon, très bien, mais il va falloir nous donner une commission. Donc il y a un rapport entre criminels et yakuza qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on s'intéresse pas trop au dossier, n'est pas très bienveillant, si vous voulez. Les criminels n'aiment pas les yakuza et vice versa. Surtout que les yakuza, pour les criminels d'aujourd'hui, ont une image très datée, c'est des mecs à l'ancienne, ils sont pas, en fait, les yakuza dans la tête des jeunes criminels japonais ne sont pas des gars cool, c'est pas ça qu'ils ont envie de devenir. Il y a plein de criminels japonais qui n'ont pas du tout envie de devenir yakuza, en fait, qui trouvent ça nul, ils trouvent que c'est trop contraignant en fait d'être yakuza. Et donc ça va beaucoup parler de ça, ça en parlait déjà beaucoup dans Ushijima. Dans Ushijima, en fait, Ushijima lui-même en fait a des activités criminelles et est confronté au yakuza qu'il n'a pas du tout envie de rejoindre et qui le font chanter, quoi. Donc on retrouve des thèmes très communs dans Cujo. Comme Ushijima, c'est un récit contemporain qui parle de criminalité, qui parle du Japon des bas-fonds. Donc on est dans le même univers. Il n'y a pas eu de crossover pour l'instant. J'attendais un peu ça. Alors on n'est qu'à 8 tomes, il est toujours possible de faire revenir des personnages d'Ushijima dans Cujo. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais il y a des thèmes un peu identiques. Il y a quand même des grosses différences déjà dans le dessin. Vous le voyez depuis tout à l'heure, le trait de Shohei Manabe s'est vachement modernisé depuis Ushijima.
dans les décors. Les décors, notamment, c'est marrant, il utilise de manière très décomplexée des photos pour les décors, surtout dans les premiers tomes. Ça s'estompe un petit peu dans les tomes plus récents. Mais là, vous voyez des images comme ça. Là, c'est très clair qu'il a utilisé une photo quoi pour le décor, alors qu'il a un petit peu retouché graphiquement. Mais là, vous le voyez sur les faits, sur les fenêtres et tout. C'est sûr que c'est une photo. Et il y a plein de décors comme ça. Il se cache même pas quoi. Alors c'est une technique qui est utilisée par plein de mangaka. On avait déjà parlé d'Inyo Asano notamment avec Bonne Nuit Pun Pun ou avec n'importe lequel de ses mangas. Inyo Asano qui utilise beaucoup de photos. Là, c'est pareil pour Shonen Hanabe, où c'était un peu... Alors, dans Ushijima, il en utilisait aussi, mais il est masqué un peu plus, il est retravaillé beaucoup plus. Dans Kujo, il les retouche très peu. Les personnages sont même dessinés très différemment. Il y a un truc assez différent aussi avec Ushijima, c'est que les personnages, féminins comme masculins, dans Kujo, sont assez beaux. Ils ont des traits très harmonieux, ils sont assez attirants. Les femmes aussi, là j'en ai pas sous la main à vous montrer, mais il y a des personnages féminins, un peu plus que dans Ushijima d'ailleurs. Ils sont assez beaux. Là où dans Ushijima, à part Ushijima lui-même qui avait un vrai charisme, c'était un personnage, alors je sais pas si on pouvait dire qu'il était beau, mais il était charismatique en tout cas. Mais autour d'Ushijima, c'était quasiment que des cadavres ambulants quoi dans Ushijima. Dans Kujo, c'est pas ça. Les personnages sont plus, je vais pas dire sexy, mais ils sont plus, plus attirants, plus beaux. Donc je sais pas, il est parti sur un peu une autre grammaire visuelle qui doit dépendre aussi peut-être des injonctions de son éditeur. Hein. C'est une série qui se classe peut-être de manière un peu différente. Truc assez marrant aussi, enfin marrant, c'est pas spécialement marrant, mais il y a l'univers de la pornographie, de la production pornographique est beaucoup exploré dans Kujo. On l'avait pas trop vu dans Ushijima, un petit peu, mais pas trop vu. Là, dans Kujo, on va beaucoup le voir, ça tourne pas mal autour. Il y a comme vous le voyez sur cette image, il y a un personnage de producteur, c'est lui, de producteur de films porno qui est très important, qui revient dans plusieurs affaires, parce que c'est là aussi la différence entre Kujo et Ushijima, c'est que contrairement à Ushijima qui pendant au moins la moitié de sa série est en fait une suite d'histoires sans rapport les unes avec les autres, où Ushijima joue un rôle à chaque fois, mais pas un rôle central, et on va plutôt suivre des gens qui viennent le voir en tant que clients, et des gens qu'on ne reverra pas. Voilà, c'est pas une histoire fil rouge. Et quand je vous dis que ça parle de pornographie, je ne sais pas si j'ai le droit de montrer ça sur YouTube. Je pense que si. Vous savez ce que c'est. Là, ça en parle beaucoup. Et oui, donc la différence, disais-je, c'est que Kujo, dès le début, dès la première histoire même, dont je vous parlais avec le mec bourré qui renverse un père et son fils, c'est une histoire qui se suit. On va suivre très directement les rapports de Kujo avec le criminel que je vous montrais tout à l'heure avec ses tatouages, qui est, on va le voir au début, parce que il y a le résumé des épisodes précédents. Comme j'aime beaucoup ces pages avec les portraits de personnages, qui s'appelle Mibu, Kengo Mibu, qui est donc ce criminel tatoué que vous voyez là, qui est un rôle aussi très intéressant. C'est un perso super intéressant, Mibu, qui est donc un criminel, qui est beaucoup dans les arnaques, qui est beaucoup dans des mises en place de business pyramidaux, de trucs comme ça. Il fait une arnaque horrible dans un des premiers tomes autour de vieilles personnes d'une maison de retraite et qui leur soutire énormément d'argent. Mais c'est un personnage qui est assez charismatique aussi et qui a alors je dirais pas des bons côtés, mais en tout cas on est presque de son côté par rapport aux Yakuza. C'est-à-dire qu'il a envie de se venger des Yakuza pour des raisons que je vous laisserai découvrir, et les vrais méchants du récit, c'est les Yakuza. Et Mibu est plus entre les deux. C'est pas un gentil, mais c'est pas le méchant complet. Il a une certaine forme de code d'honneur. C'est pas un personnage, c'est pas un monstre en tout cas. Donc c'est un personnage intéressant aussi. Il y a ce personnage-là aussi qui est très intéressant, qui travaille dans les services sociaux et qui, dans la réinsertion notamment des anciens détenus, et qui est en lien avec Kujo, qui bosse un peu avec lui, et qui, pareil, elle est intriguée par Kujo, elle essaye de comprendre pourquoi Kujo s'acharne autant à défendre des criminels uniquement. En plus, il les défend pour très peu d'argent. Kujo est un avocat très peu cher, très qualifié, mais très peu cher, ce qui fait aussi que les criminels reviennent souvent vers lui. Et voilà, donc c'est une série moi que j'aime beaucoup pour l'instant, qui est en fait beaucoup plus différente que je le pensais d'Ushijima, même si on est dans le même univers, ça parle beaucoup de sexisme également. En même temps, ça parle de pornographie, donc le thème du sexisme n'est pas loin. Plein de sujets qui sont pas tant abordés que ça dans Ushijima, encore une fois. Donc on est vraiment sur une œuvre finalement assez
assez différentes, ce qui est une bonne chose. Moi, je m'attendais à voir juste un peu plus d'Ushijima et ça m'allait très bien. Plus du côté, on va dire, des procès, tout ça. Et en fait, non, on est vraiment sur autre chose. Peut y avoir des croisements quand même. J'attends toujours mon petit crossover, mais c'est pas du tout le même manga. C'est pas un prolongement du même manga. C'est le même esprit. On sent que c'est le même auteur, mais c'est un peu moins pessimiste. Il y a un peu plus d'espoir. Ushijima, c'est vraiment sombre à en crever. Kujo, il y a un peu plus. Alors, c'est quand même une œuvre sombre, hein. Soyons clairs, on n'est pas dans un truc feel good. Mais il y a un peu plus dans les trajectoires des personnages. En fait, c'est des personnages qui ont des objectifs. Là où dans Ushijima, c'est des personnages à la dérive complète, qui se laissent porter par la vie, qui sont en fait des espèces de cadavres en sursis, quoi. C'est un peu plus nuancé dans Kujo. C'est des gens dont on a l'impression qu'ils ont des quêtes à accomplir. On ne sait pas exactement lesquelles au point où on en est, mais il y a des choses à faire. Ils veulent faire quelque chose. Donc on est assez différents. Il y a ce personnage du flic aussi qui est très important, qui essaye de coincer Kujo, pour des raisons, encore une fois, que je vous laisserai découvrir, qu'on connaît pour le coup. Voilà. Je vous ai à peu près tout dit. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux rajouter qu'il y a des petits mots à la fin de Shohei Manabe qui sont bizarrement un peu tristoun. Il a l'air déprimé, mon Shohei. Alors, je sais pas, le dernier, je crois, c'est des trucs un peu cryptiques, mais où, je sais pas, il a l'air pas bien. Les instants parfaits sont miraculeux. Quand le corps ne connaît aucun souci de santé, quand on respire sans s'en rendre compte, quand l'esprit est entièrement serein. Lorsqu'on se sent apaisé, on peut se permettre d'être un peu plus gentil avec ceux qui sont touchés par le malheur. Pour rester fort, il faut parfois faire souffrir le corps et l'esprit, un peu à l'image des premiers instants dans un sauna. Ceux qui se plaignent de ne rien accomplir cherchent constamment des excuses. Je crois qu'on vient de frapper de chez moi. Alors, désolé, pause dans la vidéo. Il y avait ma voisine qui est venue frapper à ma porte. Alors, pas du tout, parce que je faisais du bruit, quoi. Pour me donner de la nourriture pour mon chat. Voilà. Parce qu'elle a un chat, elle aussi. Et c'est Madame Mendes. Gros bisous à Madame Mendes. C'est une vieille dame de l'immeuble qui a un chat aussi. Et son chat n'aime pas la nourriture qu'elle a achetée. Donc, elle me l'a refilée. Et c'est ma cat-sitter quand je m'en vais le week-end ou quoi. Elle s'occupe de mon chat, donc on commence à bien se connaître. Donc on a un peu discuté. Voilà, je vous raconte ma vie. Donc désolé pour l'interruption, vous ne l'avez pas vu, mais voilà. Je n'ai aucun souvenir de ce dont j'étais en train de parler. Juste que Kujo, c'est... Ah oui, j'étais en train de lire le petit texte de Shohei Manabe à la fin. Je sais plus où j'en étais, c'est pas grave, on va pas le relire. Mais en tout cas, il fait des petits textes qui n'ont aucun rapport avec Kujo et où il a l'air un peu déprimé. Il a l'air de pas aller bien. Par exemple, celui-là, on ne sait pas pourquoi il nous parle de ça. Pour combler son désir de reconnaissance, on cherche à se placer au-dessus des autres, et on finit par les blesser sans s'en apercevoir. Mais la satisfaction est éphémère, alors on répète la même erreur, encore et encore. Il faut arrêter avec les vantardises du passé. Il faut parler de l'avenir pour améliorer le présent. C'est ce que j'essaie de faire en tout cas, mais c'est difficile. Je sais pas ce qu'il nous raconte, mais c'est assez rigolo. Je me suis pris d'affection pour ces petits mots de fin de tome. Que dire d'autre? On a fait un peu le tour, c'est une série vraiment que je vous recommande beaucoup, qui est très attachante, alors encore une fois très dark, tout ça, mais qui est très chouette, les personnages sont cool, c'est assez différent d'Ushijima. Alors si vous avez aimé Ushijima, en vrai c'est quand même un peu le même univers, comme je disais, du Japon nocturne, du Japon criminel, donc c'est cool. Si vous aimez les histoires de Yakuza, tout ça, encore une fois, histoire de Yakuza, mais là les Yakuza sont pas mis en valeur, hein. C'est un truc très anti-Yakuza en fait, que ce soit Ushijima ou Kujo, les Yakuza passent pour des connards absolus, qui doivent probablement être, hein, d'ailleurs, et c'est très réaliste comme Ushijima, c'est très inscrit dans le réel social du Japon. Là on est beaucoup plus sur le judiciaire, c'est vraiment intéressant, hein. Tout l'aspect judiciaire est intéressant, ça pose des vraies questions sur c'est quoi la justice, pourquoi il faut un avocat pour tout le monde, c'est quoi un criminel, qu'est-ce que ça veut dire être un criminel, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la société, tout ça, ça pose des vraies questions, donc c'est un manga vraiment intéressant, divertissant aussi, hein, c'est pas que théorique. Vous êtes pris dans l'histoire, vous avez envie de voir ce qui va arriver à tous ces personnages. Là, Kujo est bien dans la merde en ce moment, on va voir ce qui va lui arriver. Voilà, les rapports entre Kujo et les criminels sont très intéressants aussi. Le personnage de Mibu, là, le tatoué dont je vous parlais, est vraiment cool.
le lien entre lui et Kujo est intéressant. Et c'est des liens assez originaux dans la grammaire des récits criminels, parce que c'est pas du tout, Mibu, il fait pas du tout de chantage à Kujo, il lui parle pas mal, au contraire, il lui parle avec beaucoup de respect, tout ça. Il n'y a pas du tout le cliché du criminel qui donne des claques à son avocat, un peu, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas du tout là-dedans. Donc il y a ouais, c'est très très bien. Et c'est très marrant que Shohei Manabe soit parti sur une histoire d'avocat après Ushijima, parce que Ushijima, je l'avais beaucoup comparé dans ma vidéo à la série Breaking Bad, à la série télé Breaking Bad, parce que ces deux, Ushijima comme Breaking Bad, sont des séries qui interrogent énormément la moralité et le fait d'avoir pour personnage central un criminel, tout simplement. Et Kujo, et c'est marrant, fait un peu écho aussi à la série spin-off de Breaking Bad, à savoir Better Call Saul, qui a été faite après, mais qui est tout aussi bien, voire mieux, enfin en tout cas qui est d'une qualité incroyable. On est vraiment Breaking Bad et Better Call Saul, on est sur des très 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 hautes séries de l'histoire de la série télé, quoi. Si vous les avez pas vues, vraiment ça vaut vachement le coup, quoi. Et Better Call Saul suit l'avocat de la série Breaking Bad, donc on est sur une histoire d'avocat aussi, alors qui finalement parle moins de justice que Kujo. C'est plus quand même une saga criminelle, un peu dans la lignée de Breaking Bad, mais on est quand même sur une figure d'avocat, donc avec tout ce que ça implique quand même de rapport à la justice, au système judiciaire en tout cas, et avec et d'avocats très véreux aussi également, qui est beaucoup dans la défense de criminels et dans comment tordre un peu la loi, quoi, la loi et la justice. Voilà, je sais pas si la vidéo était intéressante, je sais pas si je vous ai assez montré les pages, j'ai l'impression d'avoir moins feuilleté que d'habitude, mais peut-être pas, je pense que je vous ai quand même montré pas mal de choses. C'est très cool, lisez Kujo l'implacable, lisez Ushijima, et on se revoit la semaine prochaine. Désolé pour mon absence de la semaine dernière, et pour le fait que cette vidéo sort le mardi et pas le lundi, mais la semaine prochaine je vais essayer d'être à l'heure, je vais sûrement faire ma vidéo en avance, probablement que je vais la faire là, maintenant, tout de suite, mais elle sera publiée la semaine prochaine. Voilà, ce sera là-dessus, sur Limite. Je vous dis à plus, et voilà, ne faisons pas traîner cette fin de vidéo. Prenez soin de vous, ciao.